1, 2, test micro. Les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver encore une semaine. Bah oui. On est chaud patate. Ouais, on était bien motivés là, dis donc. C'est ça. On va bien rigoler là, on va bien raconter que de la merde aussi, je le sens bien. Oui. On est bien parti, bien parti pour. Bah, de toute façon, c'est comme ça chaque fois qu'on enregistre l'après-midi, mec. Là, je sais même pas quelle heure c'est presque 16h. Donc chaque fois qu'on enregistre l'après-midi, on est complètement excité, on fait que de la merde. Ça. Exactement. Voilà. Comment ça va, toi? toi? Tu veux passer dans le podcast, regarde. Oh, il est mignon, chouchou, avec son papa. Il fait des petites léchous. Il est endormi, non? Ouais, vous avez pas l'image, les amis. Alors, attends, parce que c'est pas très visuel là pour les gens. Ouais, j'ai mon chien qui est avec moi et qui voulait absolument monter sur mes genoux. Mais mon chien, tu peux pas rester pour le podcast, mon pote. Il dormait à côté là. Allez, descends, pépère. Hop. Et voilà, donc Rico veut enregistrer les podcasts. Qu'est-ce que ça dit? Bah écoute, ça va pas mal. Ça va pas mal. J'ai envie de te dire, tiens, c'est moi qui vais le dire cette fois-ci. Il fait beau, tu vois. Ouais. Il fait encore super beau. Il fait encore, par contre, super froid. Hein, on est bien d'accord. Mais c'est une belle journée. Voilà, une belle journée qui nous sourit. Merci pour les retours sur la vidéo de J'ai réinvestir chez vous. Yes. Ça fait toujours plaisir. C'est des petites vidéos apparemment que vous aimez bien. Que vous aimez bien regarder. Donc voilà, c'est cool. Ça nous fait plaisir, quoi. Ça nous fait plaisir. C'était encore un très bon moment. Donc on est content de les partager avec vous. Voilà. Et on part où le mois prochain? Et on repart. Que je dise le pas piège. Oui, mais on repart là-bas. On repart dans le. Je sais plus si c'est le 73 ou le 74 cette fois. Oui, donc à force de dire Annecy dans les podcasts, on y va tous les mois maintenant, c'est ça? Non, en fait, c'est ça la surprise? Je sais plus où on va. Je dis peut-être une grosse boulette. Non, mais. Est-ce que tu veux que je regarde? Ouais, vas-y, regardons. Attends, parce que je peux. Hein. Voilà, j'ouvre mon ordinateur Apple. Non, on va à Agen, mon cher ami. Ah oui, non, j'ai oublié. En mai, fais ce qu'il te plaît. Ouais, on va à Agen. On va à Agen chez Delphine et Manu. Et ouais, je me suis projeté tout de suite à juin, parce que c'est en juin qu'on remonte chez Steve dans le 73 ou 74. Et oui, on va... c'est ça. Là, on va surkiffer. On va surkiffer. Ça va être trop bien. Après avoir bouffé de la raclette pendant 12 mois, on va à Agen manger des pruneaux. Et oui, pour pouvoir éliminer la raclette. Absolument, oui, tout à fait. Ils ont un petit gîte et tout. Non, on va être aux petits oignons là-bas. Ça va être bien être cool. Et en top plus, du top. Je n'y suis jamais allé. J'ai jamais foutu les pieds à Agen de ma vie. Non. Toi, tu connais? C'est vrai? T'es jamais allé à Agen? Non. Bah moi non plus. Non, Agen, franchement, Annecy, je connaissais, mais non, franchement, Agen, je connais pas du tout. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a à dire? Tu sais que c'est une phrase d'alcoolique, ça? C'est une phrase d'alcoolo, ça. Agen, je connais pas du tout. Ouais, et oui, vrai, chaque podcast, maintenant, il y aura des blagues de merde. Là, on sent peux pas m'empêcher, quoi. Côté campagne, quoi. Parce que ça, c'est un truc qui est bien dans les campagnes, je pense. Donc, à part ça, mon lapin, qu'est-ce qu'on raconte? C'est ça. À part de la merde. Qu'est-ce qu'on raconte? Si tu veux. À part de la merde. Pour se mettre chaud, je te propose qu'on prenne une petite actu IMO et qu'on parle de ces habitants d'un écoquartier de Rouen. Et donc, ces braves gens, ils ont acheté une maison dans un écoquartier et leur facture d'eau chaude a explosé, tu vois, dans certains quartiers de la ville, puisque ils avaient mis un réseau de chaleur, tu vois, de chaleur enterrée qui devait permettre d'économiser de l'argent pour tout le monde. Et en fait, tu vois, on a un... Ah ben non, pas vraiment. On a un des occupants qui nous explique qu'en 2 ans, pour son eau chaude et son chauffage,
il a lâché pour son appart de 110 mètres carrés 9 000 euros. 9 000 euros 9 000 euros, ouais, en pour 2 ans. le... Ouais, c'est ça. Mais tu t'alertes avant quand même, non? T'attends pas 2 ans là? Eh ben ouais, tu vois, il y en a un autre qui dit que sur son petit 62 mètres carrés, il payait 650 balles par trimestre pour le chauffage et l'eau chaude, 217 euros par mois. Et voilà quoi. Et donc, ils sont dans la merde. Et donc le but, c'était d'utiliser, tu vois, la chaleur naturelle en fait Ouais, pour chauffer les habitations. Ils utilisaient les calories de la nappe d'accompagnement de la oui, Seine, puisque l'eau avait ouais. une température constante de 14 degrés 5. Ils avaient fait une super étude et tout, puis en fait, finalement, ça n'a pas du tout marché. Et donc, leur écoquartier se transforme en pas du tout écoquartier, tu vois, en consommation quartier. D'accord. Ok. Et Donc, bah, putain, ouais, parce qu'est- que ça, c'était hyper à la mode à un moment. bah Enfin, ouais, on entendait beaucoup parler de ça. Et ouais, non, je trouve ça complètement dingue, t'imagines? ben, échec, tu vois. Et donc, ils expliquent que par rapport au chauffage individuel au gaz, on est à 22% de plus en conso. Et voilà, et pareil, 15% de plus par rapport à une chaudière collective. Donc, en gros, ce que je retiendrai, que si vous voulez investir dans du neuf, et dans ces nouvelles constructions ou constructions passives ou constructions éco quelque chose, vraiment renseignez-vous sur les architectes, sur les projets qu'ils ont fait avant. Tu vois, je peux raconter une anecdote de mon ancienne vie quand je travaillais dans les travaux publics en région lyonnaise à l'époque, et j'ai fait un lotissement de 60 baraques. Je ne sais pas si tu te rends compte ce que c'est un lotissement de 60 maisons. Ça fait beaucoup. Voilà, et c'était un éco-village, ils appelaient ça. Et donc, c'était toutes des maisons qui étaient censées être des maisons passives. Ils avaient juste fait une dalle en béton, et à côté, ils avaient ramené en semi-remorque tous des panneaux de bois qu'ils avaient assemblés. Et il y a eu, mais que des problèmes. Et à la fin, ça c'est même. Donc, si tu veux, par exemple, le bardage des maisons, il partait en sucette. Le système de chauffage avec des pompes à chaleur qu'ils avaient fait, ça partait en sucette. Et les maisons qui devaient être passives, au final, c'était pas passif du tout. Et pour te dire même, j'ai réussi à me faire payer la dernière facture du promoteur à l'époque. Et il a déposé le bilan le mois qui a suivi. Et donc tous les gens qui ont acheté dans cet éco-village de 60 baraques, ils n'ont plus aucun recours du tout. Et ils ont des maisons qui sont, pour certaines, invendables, pour certaines pas finies et pas passives du tout. Donc, quand on voit ce genre de truc, il faut bien bien se renseigner. Et voilà, sur tous ces modes de chauffage nouveaux, faites bien attention, quoi, parce que ça fait des surprises. Ouais. T'aurais acheté dans ce Là, Eco-Amo, mec? jamais de la vie. Mais, mais par contre, tu vois, ce système de chauffage, j'aurais pu me faire claquer sur une maison neuve, comme tu dis. Neuve, Euh, bien ouais, entendu. j'aurais pu me faire claquer quelque chose comme ça. Sur la maison que j'avais fait Ouais, construire, je crois qu'on en avait parlé, je sais même plus si on en a parlé en off ou en on, mais j'avais un ouais. système de plafond chauffant. Et, Oui, euh, je sais pas et si on en ma a parlé dans foi, le podcast, mais ma foi, sur le papier, ça avait l'air vraiment d'enfer ce truc. Donc, mm, tu vois, c'est quelque chose ouais. que j'aurais pu me faire claquer. Mm. Et bon, écoute, en tout cas, on leur souhaite bon courage à ces gens qui ont acheté dans ce truc. Mais voilà, si en tout cas vous achetez, vous décidez Mais d'acheter dans le là, neuf ou vous n'êtes pas investisseur, là, en faites attention, soi, quoi. en vrai de vrai, tu te retournes contre le. Tu vois, c'est juste pas normal. Là, je suis sûr que tu peux quand Non, même obtenir gain c'est de pas cause possible. sur 9000 euros de chauffage tous les 2 ans. Tu fais quoi? Enfin, Ouais, sauf si le promoteur, tu vois, il dépose le bilan entre-temps, quoi. ouais, mais t'as des décennales Et ça derrière. arrive, hein. T'as des décennales. Ouais, mais bon, c'est la merde quand même, quoi. C'est long, c'est très long. Donc soyez prudents. Ouais. Et tu vois, j'ai voulu parler. J'ai une deuxième actu dont je voulais qu'on parle dans ce podcast. C'est l'État qui va intervenir pour racheter 1300 logements dans l'immense et surendetté copropriété de Grigny 2. Alors toi, ça te parle peut-être, qui a Oui, vécu en région oui, parisienne. ouais, ouais, ouais. C'est Grigny 2, c'est une des plus grandes copropriétés d'Europe. T'imagines? Il y a Ah ouais, je savais 5000 pas. logements. Hmm. Ouais. Et donc apparemment, c'est complètement tombé, parti en sucette entre la spirale du surendettement de la copro, entre les appartements qui sont insalubres, les appartements qui sont squattés, et ainsi de suite. C'est un bazar complet.
tu as des propriétaires qui habitent là-bas, qui sont propriétaires des appartements, qui ont payé, par exemple, tu vois, Nicolas, il a acheté en 2015 un appart de 85 mètres carrés pour 90 000 euros. Et là, l'État est en train de racheter tous les appartements pour 600 balles du mètre carré. Et Nico, il a acheté à 1000 euros, tu vois, plus les frais de notaire. Donc il a un peu les boules, quoi. Et voilà, quoi. Et donc, ces grandes copros des années 60, tu vois, des années et des années après, et on peut en parler parce que, par exemple, si tu as envie d'investir dans la coloc, ces copros des années 60, alors je te parle pas de Greeny 2, hein, je te parle de copros de 20, 30 appartements. Yes. Souvent, elles sont très intéressantes parce que les charges de chauffage explosent. Mais toi, comme tu vas faire 5 chambres, elles seront partagées entre tes colocataires et c'est moins pénalisant pour toi. Et ces biens-là, tu peux les toucher vraiment à des très très bons prix. Mais tu vois, est-ce que c'est pas la fin de ces copros-là qui ont été faites dans les années 60 à l'époque du métro boulot dodo, Si, 5000 complètement. logements? Qu'est-ce qu'on en fait, tu vois? Et là, en gros, hein, ils les rachètent a priori pour les détruire, carrément. Et ils vont raser des bâtiments. Et ouais, là, ils sont en train de dire, toi, tu vois, je reparcours l'article, mais voilà, dans le but, c'est de raser, plusieurs bâtiments de cette copro. Alors, ce qu'ils proposent aux locataires, pardon, aux propriétaires qui se font racheter les biens, bien plus bas que ce qu'ils les ont achetés, c'est de les reloger soit dans un logement social, soit de leur retrouver, quand ils auront reconstruit des bâtiments dans Grigny, leur faire un tarif préférentiel, quoi, tout simplement. Ouais. Non, voilà, mais ça Ouais. craint. Ça, tu vois, Ouais. Après, nous qui sommes... après acheter à Grigny, faut être chaud quand même, hein. Enfin, Ouais, moi, à l'époque, quand je suis parti, déjà, donc il y a 20 ans, ouais, 20 ans, ouais. déjà, Grigny, fallait avoir envie quoi, d'aller investir. Bon, à l'époque, je m'en battais les reins, hein, d'investir, mais il fallait déjà être chaud et vaillant pour investir là-bas. Là, aujourd'hui, même avec un tarif préférentiel, personnellement, je n'y vais pas. Mais c'est sûr. Et tu vois d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Il y a quelques temps, j'avais fait un séminaire à Noisy-le-Grand. Et à Noisy-le-Grand, il y a Oui. un des grands ensembles de copro qui est hyper connu parce qu'il a été fait par un archi espagnol, je crois, à l'époque, à la fin des années 70, qui s'appelle les Allées d'Abraxas. Et je vous invite Ok. vraiment, si vous êtes sur votre téléphone ou sur votre ordi, à taper les Allées d'Abraxas Noisy-le-Grand. Vous allez halluciner, mais vous allez vraiment halluciner. Et c'est une copro qui apparaît souvent dans les clips de rap d'ailleurs parce qu'elle est hyper photogénique. Pour illustrer, ça fait des bâtiments en forme de demi-lune avec un espèce de gros bâtiment qui vient droit, qui vient fermer la demi-lune. Ça fait la moitié d'un cercle, si vous voulez, et au milieu une arche. Et le tout dans l'architecture, on va dire, du Parthénon de Rome, tu vois, de Grèce, je veux dire, d'Athènes. Et c'est incroyable comme bâtiment. Et je l'avais déjà vu parce que j'avais vu un reportage à l'époque sur ce bâtiment. Je te parle d'un truc il y a peut-être une dizaine d'années. Et je m'étais dit, tiens, si je vais à Paris, je le verrai. Mhm. Il se trouve que mon séminaire était juste en face. Et donc, je suis allé visiter cette copro. Et alors déjà, quand tu rentres, il y a des choufs et tout ce que tu veux, puisque c'est une plaque tournante de la drogue. Donc, Mhm. on te montre que t'es clairement pas le bienvenu et tu peux pas faire de photos parce que si tu sors ton téléphone, on te tombe dessus ou on te réclame Tu du n'as plus, pognon. ouais. Et c'est quasiment une zone de non-droit, mais si tu veux, il y a eu des films qui ont été tournés là-bas. D'ailleurs, il y a un film, je sais plus comment il s'appelle, je retrouverai. Il y a un film qui a été tourné là-bas. C'est incroyable comme architecture. Et c'est que des logements sociaux, du coup. Au début, c'était pour faire de la mixité sociale, tu vois. Les logements sociaux devaient être dans la partie ronde, il devait y avoir des bureaux ou je sais pas quoi dans la partie droite, et des logements de luxe dans l'arche au milieu. Et en fait, ça a été que de Ça s'est pas passé comme ça. l'insalubrité. Ça s'est pas Ouais. passé comme c'était prévu. Et donc, ils sont en train de réfléchir à détruire ces bâtiments. Et au final, quand tu vois, je sais pas combien il y a, je crois qu'il y a 20 étages. C'est incroyable hein, comme bâtiment. Quand tu es à côté, tu dirais le palais de Ceausescu, quoi. C'est c'est Ouais. colossal, en fait. C'est une construction qui est énorme. Je le Et connais pas du tout. tu le connais pas du tout. Eh ben, tu verras, Non. tu regarderas, mais c'est complètement ouf. Et tu te dis que ces bâtiments, ils auront une durée de vie qui est en fait très courte au final. Ils seront restés là 50 ans. Tu vois, on a des églises Notre-Dame à Paris, je sais pas depuis combien de siècles elle est là. Enfin, on a fait des constructions qui ont duré des années et des années. Maintenant, on construit des trucs énormes qui avaient été mal pensés à l'époque et qu'on démolit.
Et donc, tu vois, au-delà de la petite info qu'on a donnée, je pense que si vous avez à acheter un logement dans une grande, grande copro comme ça, surtout si c'est pas dans une ville qui déchire, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir. Qu'est-ce que t'en penses? Carrément. Oui, carrément. Ouais. Ah oui, oui, bah, carrément. C'est tout à Donc fait. voilà. Je pense que tu as très bien résumé le truc. Il vaut mieux Mais tu s'abstenir vois, c'est des constructions que qui sont partir dans des fascinantes, hein. trucs. Ouais. D'ailleurs, on a un de nos fidèles auditeurs, je crois que son Instagram, c'est Joe Budget, qui habite à Firminy. Firminy, c'est une ville qui est à côté de Saint-Étienne, où il y a notamment un monument qui est très très connu de l'architecte Le Corbusier. Et c'est un bâtiment d'habitation. D'accord. Alors, je crois qu'il avait appelé ça Unité d'habitation Le Corbusier. C'est une copro, je veux pas dire d'ânerie, mais je Mhm. crois qu'elle fait 500 logements. Et si tu veux, au début, quand tu es allé habiter là-bas, tu as des appartements qui sont comme une forme de loft. Tu as une grande baie vitrée qui fait 2 étages de 5 mètres. Alors à l'époque, elle était en forme, il y avait un croisillon au Mhm. milieu, on faisait pas des baies vitrées de 5 mètres. Mais ça faisait des appartes un peu comme des lofts. Et en fait, finalement, ça a été Ok. que insalubrité, insécurité et ainsi de suite. Et d'un beau projet architectural qui devait être... tout le monde devait habiter dedans, avec une mixité sociale, avec des commerces. Ça s'est juste transformé en zone de non-droit, encore une fois. Et aujourd'hui, c'est bien dégradé et c'est assez incroyable. On dirait un paquebot. Pour ceux qui vont à Firminy ou qui connaissent, c'est fou. Et, et d'ailleurs, figure-toi que Le Corbusier a refait toute une ville en Inde, la ville de Mullingar, où je suis allé quand je suis parti en moto en Inde. Je suis passé juste à côté de cette ville et je dis putain, c'est incroyable. Cette ville, on dirait Le Corbusier, quoi. Parce que il a fait une ville entière, une ville d'1 million d'habitants, hein. Imagine-toi le truc, hein. Une ville D'accord. indienne. Et effectivement, figure-toi que c'est Le Corbusier qui a dessiné la ville entière, des villes nouvelles. Et donc, ça paraît fou. Et, je sais pas comment la ville vieillira, mais déjà pour l'avoir vu, c'est que du béton et ça vieillit pas très très bien, quoi. Mais bon, ah, on a bien digressé là. Est-ce que, Ouais, carrément. est-ce qu'on prendrait Mais pas non, les non, mais questions? c'était Ouais, très intéressant, cela dit. ouais. Donc voilà, mais l'architecture, ça fait partie de Vas-y, l'immobilier on prend une aussi, hein. question. Allez, on prend une question. Et tu sais quoi, Exactement. on va te faire parler parce que j'ai une question là qui m'est toute destinée, mais j'ai plus de salive parce que j'ai trop parlé. Mhm. Il y a Sabrina encore qui avait une question pour nous. Mais tu vas pas répondre tout de suite parce que j'ai une deuxième question qui pose la même question. Sabrina qui nous dit: j'ai fait le tour des banques et toujours le fucking 35% d'endettement. Comment le dépassez-vous? Et on avait eu une question aussi sous le podcast avec Nico Popovic qui nous disait: salut, super podcast. Donc pour vous, après avoir quitté ton job, même avec pas mal de cash, en apport pourquoi pas, c'est compliqué d'emprunter à la banque. Merci à vous, Jordan. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit déjà, Sabrina qui nous parle du 35% quand on est salarié, Alors, et après, quand on est plus salarié, comment ça se Sabrina, passe? en fait, je suis. Ouais. En fait, ça se passe pas, tout simplement. C'est-à-dire que moi, je suis. Alors, je parle pour moi. Moi, je suis pas emmerdé. On me prend jamais la tête pour ça. Du fait. Enfin, je pense que. Enfin, non, je pense pas, je suis sûr. Du fait qu'on soit en société. C'est-à-dire Ouais, que vu qu'on investit en société et qu'on rachète à chaque fois en société, au ouais. final, on est embêté pour d'autres choses, à savoir trop d'encours. Moi, c'est ce qui me revient tout le temps, trop d'encours sur ma petite tête maintenant. Donc, beaucoup de risques sur ma tête. Mais par contre, sur le taux d'endettement, perso, jamais, jamais, jamais ça remonte. Donc, Ouais. effectivement, je vous invite à, une fois que vous sentez que ça commence à bloquer en nom propre, n'hésitez pas à gaper sur de la société, peu importe laquelle, de façon à Mm. effectivement externaliser cette problématique, quoi, ce truc qui vous revient dans la tête. Après, la deuxième question, c'était quoi? Ouais. Est-ce qu'il faut mettre du cash? Alors, tu Alors, sais quoi? moi, ouais, Je vais vas-y, faire une petite parenthèse sur Sabrina d'abord, si tu veux. vas-y, Parce vas-y, vas-y. que comment tu gapes au-delà du 35%? Moi, ce que je dirais, la première chose, c'est de trouver une banque qui prend vraiment en compte tes revenus locatifs et ben, d'essayer déjà dès le départ de faire des investissements où tu as du cash flow, des investissements qui te rapportent. Donc, ben, soit de l'immeuble de rapport avec une bonne renta, mais bon, tu vas forcément être dans un secteur campagne. Je te conseille plus d'aller dans un secteur campagne où il y a besoin de logement que dans une ville
où c'est un peu plus peut-être cassos, sans être péjoratif, où tu auras peut-être un peu plus de problèmes. Mais en tout cas, trouver ou de l'IDR avec du cash flow, ou alors LCD, pour faire du cash flow. Et là, forcément que ça sera beaucoup plus facile de dépasser le 35%, puisque chaque projet que tu vas faire va améliorer ta capacité d'emprunt plutôt que la dégrader. Donc ça, c'est déjà une première astuce. Et après, pour moi, la deuxième, c'est l'arbitrage. Au bout d'un moment, il faut que tu fasses des bons premiers investissements jusqu'à te mettre au taquet. Et quand on veut plus te prêter, bah, soit tu gapes en société comme Diane, soit tu revends, tu encaisses tes plus-values et tu peux réemprunter derrière parce que tu as en plus amélioré tes finances, tu as du cash sur les comptes et tu as fait de la plus-value. Voilà, moi en tout cas, du moment où j'ai été salarié, alors j'avais quand même un bon salaire, j'avais un tout petit peu moins de 4 000 euros, j'avais 3 950 euros, j'ai jamais été bloqué. Et aujourd'hui, bah, j'ai plus de salaire à proprement parler, j'ai que des résultats d'entreprise, mais je suis plus bloqué non plus parce que j'ai du cash de côté. Ce qui nous amène sur la question de Alors Jordan. attends, parce que je suis pas totalement d'accord avec toi en fait. Ah, Euh, allons-y. enfin, je suis d'accord avec les grandes lignes. Par contre, dire qu'il faut trouver une banque qui prenne tous les loyers en compte et tout. Oui, bien sûr, ça c'est oui, oui, quoi. Tu vois, il faudrait que ça arrive effectivement. Maintenant, il faut la trouver et Dieu sait que c'est quand même de plus en plus compliqué. Euh, et en fait, Hmm. le fait d'arriver avec un C'est dossier ouais, bancaire au-delà qui d'une tient la banque, même un route, conseiller déjà, tu vois. c'est ça, c'est ça. En fait, pour moi, il vaut mieux trouver un conseiller qui comprenne ce que vous faites que trouver une banque qui prenne en Hmm, hmm, hmm. compte les loyers que vous générez grâce à l'IMO. Parce que, enfin, en tout cas, moi, j'ai pris deux, trois fois cette uppercut. C'est-à-dire que j'arrivais avec mon dossier bien ficelé et à chaque fois que je disais, voilà, je suis à une renta à plus de 15, patin, enfin, on rentre temps, le crédit va être de temps, ok, très bien. Deux, trois fois, enfin trois fois exactement. Et la plus virulente, c'était la Banque Pop, où elle m'a dit, mais en fait, moi, j'en ai absolument Hmm. rien à foutre, monsieur, que vous dégagiez 15% de renta, que vous ayez 1300 euros de cash flow. Elle m'a dit, moi, ça, vous pensez que nous, ça nous intéresse, mais ça, je m'en contrebranle. Moi, en fait, la seule chose que je regarde, c'est mon état de risque. Voilà. Que vous gagnez de l'argent avec l'IMO, on n'en a rien à branler. Hmm, hmm, Et au hmm. final, ça se tient. Parce qu'en fait, la banque, quel est l'intérêt, tu Ouais. vois, à part, je parle pas de quelqu'un avec qui, tu C'est vois, quoi, tu es ouais. depuis 10 ans, Hmm. avec qui tu as une relation de confiance, mais une banque, quand elle te finance, elle en a rien à foutre que tu gagnes de l'argent ou pas. Ce qu'elle veut, c'est juste que tu rembourses et terminé. Mais par contre, que Ben, tu gagnes ou que tu gagnes pas beaucoup, alors, par contre, je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord parce que si jamais bah, elle te prête de l'argent, elle est obligée de vérifier ta ouais, solvabilité, sinon tu peux lui faire un procès en lui disant vous m'avez prêté de l'argent alors que bah, non je mais, pouvais pas rembourser. non mais, non. Que, que la banque soit sûre que tu rembourses. C'est-à-dire avec le cash que tu as, avec le patrimoine que tu as, etc. Ouais, Ça, ok. Ça, elle a un intérêt. Son intérêt, en fait, c'est d'être ok. sûr te prêter de Oui, l'argent et être sûr que tu rembourses. Peu importe la manière. Par contre, que tu sois obligé de te prostituer ouais. ou alors que tu aies du cash flow, elle s'en bat les couilles. Moi, en fait, Ouais, je vois ce que tu veux dire. quand aujourd'hui je lève des fonds, en fait, c'est pas grâce à l'opération en elle-même, c'est par rapport à ce qu'il y a en amont et la RP qui peuvent venir taper et les autres immeubles et blocage de compte, etc., etc. Mais par contre, que l'opération soit plus balèze, enfin soit plus fructueuse ou moins, à l'instant T, ils s'en foutent. C'est ça que je veux dire. Tu comprends? Alors que moi, j'étais Ouais, persuadé que ce que tu veux dire, c'est ce qu'ils vont l'ensemble. regarder, c'est aussi au bout d'un moment l'encours que tu as. C'est Et ouais, par contre, et quand tu voilà, commences à avoir 700 000, 800 000 euros sur ta gueule, ils bah là, ça commencent à y est, prendre peur sur une seule personne. le million, ça y est là. Ah, c'est beau. Ouais, ouais. Je Le suis million. million, Le million. Ah, j'y million, suis ouais. pas encore, moi. Bon, Je bref, crois que je suis à voilà. 700, 750 000, un truc comme ça. Mais bref. C'est Et pour par ça, contre, ce que voilà, c'est j'allais pour dire ça à que c'est pas Sabrina, complètement. pour finir, ouais,
Mais par contre, tu as une autre façon de le dépasser, justement, c'est de s'associer. C'est de s'associer et de répartir le risque sur plusieurs têtes. Exactement. Mais par contre, ne pas vous associer c'est là où tu avec voulais des m'emmener, mon petits cher ami. fils de putois. Voilà, il faut faire attention. Fils de putois. Attends, là, c'est bien dit, les enfants, ils peuvent l'entendre, fils de putois. Oui, ça fonctionne. Ah, tu vois, ça fonctionne. Vas-y. Il y a fils de flûte aussi, ça fonctionne un peu. Mais c'est... J'ai jamais entendu ça, fils de flûte. Donc voilà, et donc je t'ai dit que j'étais pas d'accord avec toi, et toi t'allais, parce qu'au début tu disais cela va nous amener à la deuxième question. Donc vas-y, on passe à la deuxième. Celle de Jordan qui nous dit donc pour vous, après avoir quitté votre job, même avec pas mal de cash, c'est encore compliqué d'emprunter à la banque. Bah, ça répond un peu à l'autre question. Pas mal de cash, pas mal de cash, une somme à 5 chiffres, c'est pas pas mal de cash. Et pas mal de cash, c'est une somme à 6 chiffres qu'il faut pour pouvoir continuer d'emprunter. On est d'accord? En fait, je sais plus. Tu sais plus à quel sein mal trouver. maintenant. Oui, mais je vais te répondre, très honnêtement. Il y a plein de choses en fait que j'ai envie de dire, et sur les réseaux, en fait, je vois l'inverse, tu vois. Moi, effectivement, là, sur le dernier projet, franchement, si je dois être tout à fait honnête, on a galéré un truc de fou, vraiment. J'ai galéré un truc de fou. Il a fallu, on était parti sur l'idée de l'association avec Sarah, qui est fonctionnaire. On est vert fluo pour les banques. La RP est payée. On a de l'épargne. On a déjà fait tout ça. Mais ils m'ont cassé les noix comme jamais. Alors, de ce qui me revenait, c'était parce que beaucoup d'encours sur ma tête. J'ai l'impression que... Et attendez, et il a fallu que je mette de l'apport. Il a fallu que je mette 10%. Donc sans apport, cette fois-ci, moi, ça ne serait pas passé. À côté de ça, il y a plein de gens sur les réseaux qui disent l'extrême inverse de ce que je dis. Donc moi, je veux pas raconter de conneries, quoi. En tout cas, si je vous parle de mon expérience, 110% en SAS, je n'ai pas réussi. Voilà. Alors après, peut-être que c'est moi qui ai été mauvais, mais j'ai passé 6 mois et je n'y suis pas arrivé. Donc oui, pour moi, il faut mettre de... Aujourd'hui, j'ai été obligé, en tout cas, dans ma situation, de mettre de la... Ouais, ou alors, tu vois, moi, sur cette dernière année où j'ai emprunté, je crois, je te parle en titre perso, hein, je te parle pas des emprunts en société, puisque en société, sur la SAS, pour emprunter pour des projets de marchand de biens, de lotissement, là, ils te prêtent sur les bilans, sur ta trésorerie, sur l'entreprise. Ils regardent pas tes revenus à côté, quoi, puisque logiquement, tes revenus, pour eux, dans leur tête, ils sortent de cette entreprise-là. Mais pour ce que j'ai emprunté à titre perso, il a fallu que je montre patte blanche. Alors, j'ai pas mis d'apport à proprement parler dans les projets, mais tu vois, j'ai ouvert une assurance vie où j'ai mis de l'argent que j'ai nanti, par exemple, ou j'ai pris des parts sociales dans la banque. Voilà, pour faire plaisir, pour jouer le jeu du banquier. J'ai pris l'assurance des biens immobiliers dans la banque. C'est de donner un peu le change, quoi. Voilà, pas aller mégoter sur trois conneries. Si le banquier il veut que vous ouvriez une assurance vie, bah faites-lui plaisir, ouvrez une assurance vie, vous mettez 10 000 balles dessus, lui il est content, il a vendu un produit, et vous, il vous donne l'accès au crédit, parce que, tu vois, j'en parlais encore avec le podcast que j'ai sorti avec Max, il y a quelques épisodes d'une vie de liberté, où Max me disait, le plus pénalisant pour un investisseur, c'est de lui enlever sa capacité de crédit. Si un investisseur il peut plus emprunter, bah il est foutu, parce que c'est pas compliqué. Tu vois, tu peux augmenter ton patrimoine net en faisant des investissements boursiers. Bon, si tu fais de l'ETF, tu vas peut-être avoir 8% par an. Tu vas pouvoir augmenter ton patrimoine de 8% par an. Si tu fais de la crypto, bon, tu peux quasiment bien te débrouiller. Si tu fais des bonnes années, tu peux peut-être augmenter cette partie-là de ton patrimoine par 2. Peut-être tu peux faire un x2, un 100%. Mais si tu peux emprunter, tu peux augmenter ton patrimoine brut, mais de façon, enfin, j'ai pas envie de dire exponentielle, mais incroyable. Tu mets pas d'apport, on te prête de l'argent. Donc c'est un moyen, regarde, on t'a prêté, toi, tu parlais d'un encours d'1 million d'euros. Avant de faire 1 million d'euros de patrimoine en économisant sur ses salaires et en achetant des ETF, ou alors de le faire avec de la crypto en partant d'un petit capital, c'est pas évident. Alors que en empruntant, tu peux cartonner.
Donc c'est pour ça que c'est hyper important de pouvoir continuer d'emprunter. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est de ne pas quitter son taf trop vite et d'essayer d'avoir, tant que vous êtes dans la rat race, comme on dit, d'avoir un taf qui paye, quoi. Qui C'est paye pas ça. mal et qui vous permet Exactement. d'emprunter un peu plus. Ouais. Mais après, je pense... Tu es d'accord avec ça, mon ami? Je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est je pense que chaque région, chaque banque et chaque client est complètement différent. Donc en fait, Ouais. toi, tu vas galérer pour lever tant de fonds sur tel projet et Jean Gabin, pas du tout. Moi, je vais galérer pour un immeuble de rapport et puis en fait, il y en a d'autres, pas du tout. Enfin, je pense que c'est un peu comme l'histoire de l'avocat fiscaliste, quoi. Tu vois, chacun est totalement différent et à chaque projet, tu as un intervenant en fait qui est différent et chacun. Enfin, voilà. J'ai commencé une Ouais, je phrase, suis j'ai pas d'accord. fini, mais vous avez compris. C'est... Non, mais tu vois, moi j'ai passé des conseillers... quand t'es face... Il y a rien de tel quand t'es face à un conseiller bancaire. Toi, tu lui expliques des trucs avec les yeux qui brillent en lui montrant ton dossier et en face de toi, t'as l'impression d'avoir, tu sais, un filet de merlu qui a 4 jours sur un étal et qui te regarde avec des yeux vides et où il te demande juste des fiches de paye et il fait son petit calcul dans son ordinateur sans écouter ce que tu dis. C'est déprimant. Et après, quand tu as un conseiller ou moi en l'occurrence une conseillère qui fait de la gestion de patrimoine, qui comprend ce que tu dis et qui a les yeux qui brillent quand tu présentes tes projets, c'est super excitant, quoi. Donc c'est d'arriver à trouver le banquier qui vous suit, le banquier qui est content. Tu vois, je peux donner l'exemple sur la société où on a fait une première opération avec un partenaire bancaire qui s'est hyper bien déroulée, où voilà, on a ouvert la ligne de crédit 3 mois ou 4 mois après, elle était soldée, et où le truc qui m'était jamais arrivé en 12 ans, tu vois, de mon ancienne boîte, mais où tu as le banquier qui t'appelle et qui dit Monsieur Poncet, on recommence quand? On recommence quand? Faut trouver des affaires, hein, moi je vous prête. Hein. Et là, tu te dis, c'est cool. Et arriver à trouver des gens comme ça, et ben voilà, c'est des relations après. C'est plutôt que de voir le banquier comme un ennemi ou comme quelqu'un à convaincre, ben tout n'est pas noir. Ça peut devenir un vrai partenaire qui te suit sur le long terme, qui t'aide à développer ton patrimoine, et ça peut être un truc de fou, quoi. Quel beau message d'espoir. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Incroyable. Tu es d'accord. Bon. Je te propose de prendre une autre question, mon ami. Oui. Et C'est tiens, une parti. question de Julius. Julius qui nous a écrit pareil dans les commentaires du podcast C'est son vrai prénom? sur YouTube. Et Julius, bah écoute, il s'appelle Julius T2. Alors peut-être qu'il habite dans un Ah, T2, comme non, appart, c'est je sais pas. Julius. Julius, j'aime bien Je... ce prénom. Enfin, j'aime bien. Voilà. Tout le monde Ouais, s'en branle, mais je vous le c'est dis. pas répandu. Tout à fait. Ouais, ouais, carrément. Euh, Julius qui nous dit merci pour ce podcast. Est-ce que vous avez fait un podcast sur la location courte durée en résidence secondaire? J'ai un bien à Paris où je voudrais faire ça, mais je ne sais pas comment le faire. La croisade de la mairie est complètement folle. C'est un bien dans un petit immeuble ancien, historique, avec de très hautes charges, avec une simple location. Je ne gagne presque rien. Qu'est-ce qu'on lui Ouais. dit à Juju? Alors, j'ai répondu en partie. Enfin, j'ai répondu. Ouais. Je lui ai juste dit en fait que non, on n'en avait pas fait. Mm. Euh, alors, il faut que ce commentaire en fait serve à quelque chose. C'est Oui. l'exemple même du pourquoi on dit tout le temps un de diversifier et deux de toujours anticiper le pire, à savoir ne pas acheter un produit pour faire absolument de la LCD et en tout cas ne pas calculer tous les chiffres sur, euh, sur de la LCD. Puisque ce que j'arrive pas Mm. à comprendre, mais d'après ce que je comprends, c'est un appartement qu'il a depuis un moment. Euh, Par contre, je ne sais pas A s'il l'a priori, c'est sa acheté. résidence secondaire. Oui, donc voilà, On n'a mais pas je pense beaucoup pas qu'il ait d'infos, hein, acheté c'est une un commentaire. résidence. Je pense pas qu'il ait acheté une résidence secondaire pour faire de la location courte durée. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est une résidence secondaire Non, non, et non, que, je pense qu'il veut rentabiliser un bien. bon, Ouais, voilà. Mais en tout cas, dans c'est tous les ça, il veut cas, rentabiliser un bien qu'il a déjà. c'est ça. En tous les cas, dans tous les cas, ça veut rien dire. Mais encore une fois, vous avez absolument compris ce que je veux dire. Absolument. Euh,
il faut que ça serve de leçon dans le sens où si cette personne avait acheté en plein Paris il y a encore 2 ans en se disant je vais me gaver avec de la location courte durée et donc avec de très grosses charges, etc. et dire ouais, mais c'est bon, on est como que ça va passer, et ben en fait là c'était la grosse branlée. Maintenant, faire à Paris du Airbnb, maintenant, au moment où on parle, ça relève il faut être costaud, puisque pour faire un petit rappel, la ville de Paris veut en gros éclater les Airbnb, faut être clair. Et donc en fait, il y a trois étapes à mettre en place. Pour mettre un appartement en location courte durée, il faut en fait que vous obteniez une autorisation d'un changement d'usage avec compensation. Donc pour faire simple, ça sert à rien de se masturber l'esprit avec des termes. Voilà. En gros, vous achetez vous avez un appartement de 50 mètres carrés, vous voulez le faire tourner en location courte durée, il faut que vous achetiez dans un périmètre, je crois, délimité par la mairie, 50 mètres carrés en équivalent. Alors, aux dernières nouvelles, ça pouvait être 50 mètres carrés de locaux commerciaux ou 50 mètres carrés d'habitation. D'accord ? Dans un deuxième temps, il faut que vous fassiez une demande de changement de destination. Il faut donc que vous fassiez un changement de destination. Cette demande peut être refusée, il faut l'avoir en tête. Okay, c'est pas forcément autorisé. Donc vous avez un risque, pour moi, qui est énormissime. Et après, une fois que ça c'est validé, il faut que vous obteniez un numéro d'enregistrement. Mais bon, ça pour le coup, c'est le plus simple. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez passé ces 2 premières étapes, vous aurez votre numéro d'enregistrement. Et donc là, en fait, vous pourrez faire de la location courte durée. Autrement dit, faites autre chose. Voilà, moi, mon avis c'est ça. Faites autre chose. Pour les gens qui sont sur Bordeaux, Paris, au séminaire, pas séminaire, mais week-end wakeboard, je parlerai d'un truc qui peut être intéressant pour ces gens-là, pour rentabiliser en fait des biens résidence principale ou résidence secondaire et détourner en fait cette sodomie géante. Mais voilà. Sinon, avant ça, très honnêtement, je vous dirais en plein Paris, Airbnb, là, ça devient vraiment très très compliqué. Acheter 50 mètres carrés pour venir compenser les 50 mètres carrés qu'on a, il y a un moment, à part être Crésus, quoi. Ouais, non mais... Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Puis c'est trop compliqué. Alors, il faut voir ce... Si, je suis d'accord avec toi. Ce bien, il faut voir de quelle façon tu le détiens, Julius. Si tu l'as hérité, par exemple, qui a une valeur sentimentale, que tu peux rien en faire, parce qu'il nous parle quand même de location à l'année. Et si tu veux absolument le garder, le mettre en location à l'année, un bien à Paris, à un moment, va l'habiter 1 an et revends-le, quoi. Et encaisse ta plus-value et va investir ailleurs, peut-être. Ou je sais pas. Mais c'est sûr qu'à Paris, les rentabilités, si on parle en termes de rentabilité, c'est nul. À Paris, tu investis de façon patrimoniale pour pas laisser tout ton argent à la banque quand tu as beaucoup d'argent, par exemple, et tu le mets sur des biens qui vont dans des beaux quartiers, qui vont prendre de la valeur avec le temps, et tu t'en fous de la rentabilité. C'est juste pour faire quelque chose de l'argent, quoi. Et je pense, parce que sinon, je vois aucun autre intérêt d'aller investir à Paris. Moi, j'irais pas, personnellement. Il y a d'autres moyens de faire de la plus-value que mettre son argent là-bas, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais par contre, je pense que pour rentabiliser une résidence secondaire, il faudra peut-être faire des petits événements avec nous, parce que ça, c'est de la valeur trop... Enfin, ce type, c'est vraiment trop important. C'est de la valeur pas gratos, celle-ci. Ouais, mais c'est... Tu vois, c'est quand même... Tu sais de quoi je parle, tu vois de quoi je parle, toi? Je sais de quoi tu parles. Il faut bien qu'on en garde un peu pour... Voilà, ouais. Et donc, pour les autres. C'est des types qu'on balance dans, par exemple, les J'irai investir chez vous, etc. C'est un truc que je mets moi en place qui fonctionne bien. Et sur Paris, c'est une dinguerie. Mais voilà. Très bien, mon ami. On a une question de Sabrina. Sabrina, tiens, ça c'est pour moi, ça. Avec quel... Ouais, tu vois, on m'en demande des choses. Avec quel... Qu'est-ce qu'il y a? Avec quel trésorerie minimum
Je te fais marrer. À quelle trésorerie minimum peut-on démarrer l'aménagement foncier d'un petit terrain? Question Très très bonne intéressante. question. Très très bonne Question question, Sabrina. Très 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 division bonne foncière. question, Sabrina. Alors Sabrina, je sais pas si t'as acheté mon livre, Sabrina. Tu vois, là, ça commence à être puant. On commence à faire de la pub. Commence Tu vois, il y a de la pas. valeur pas gratos, plus publicité. C'est de la C'est valeur une, cachée, ça. Ça, voilà, ouais, c'est une ça honte. c'est honteux, quoi. Non, si pour tous les gens qui n'ont pas lu Riche de liberté, qui s'intéressent à la division foncière, donc mon livre qui parle de comment réaliser une division de A à Ah, Z. mais tu vas Ben quand même non, le faire. D'accord, mais je pensais que c'était. D'accord, non, non, mais oui. Bah, achetez-le, du coup. Bah, non, et en dis-le. fait, c'est juste que Tony, arrête de tourner autour du non pot. mais Bah, forcément que achetez-le, je en vais le fait. dire. Je réponds à la question dans le bouquin. Voilà, donc si vous voulez répondre à cette question, achetez-le. Non, je plaisante. Mais je réponds à cette question dans le livre, en fait. Ce que je conseille, alors, quand tu parles de ça, si tu veux te lancer en marchand de biens, si vraiment tu as envie de vivre de la division foncière, moi, je conseille de démarrer avec 70 000 euros de capital. Pourquoi 70 000? Parce que c'est entre 100 000 et 50 000, c'est pas pile entre les deux. Non, je plaisante, mais si tu veux en vivre, la banque va te demander 20% d'apport, entre 20 et 30%. Donc avec 70 000 euros, tu peux lever 350 000 euros, on va dire entre 300 et 350 000 euros. Et avec ça, bah, tu peux faire déjà de belles opérations. Et tu pourras, si tu lèves une opération de 300 000 euros, si tu vises 25% de marge, tu vas pouvoir faire 75 000 euros de marge. Donc, ben, pour en vivre décemment, je trouve que 75 000 euros de résultat sur une entreprise, ben, c'est chouette. Ça va te permettre de te payer au moins entre 2 et 3 000 euros. Ça va te permettre de passer quelques restaurants, de passer un petit peu ta voiture, ton téléphone. Donc, ben, tu vois, hein, 70 000 euros de capital à mettre dedans pour 70 000 euros de gains, c'est un petit peu les chiffres qui reviennent. Donc si tu veux pouvoir te payer entre 50 et 70 000, enfin pas te payer, mais si tu veux pouvoir dégager entre 50 et 70 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, il faut que tu démarres avec 50 à 70 000 euros de capital. Donc ça, c'est pour te lancer, c'est ce que je répondrai. Et sinon, pour vraiment répondre à ta question pure, l'aménagement foncier d'un petit terrain, alors, oh putain, je vais encore être dégueulasse. Dans la formation qui va avec le livre, pour tous ceux qui veulent le faire vraiment, j'ai fait deux outils qui permettent d'estimer précisément ces travaux. Donc, si tu as vraiment envie de faire de la division foncière, c'est pas pour la vendre, la formation, mais je me suis vraiment cassé la tête et c'est ce qu'on utilise au quotidien avec Benjamin et c'est pour ça avec Benjamin, donc mon associé sur AB Invest, c'est comme ça qu'on avance et qu'on arrive à savoir rapidement combien coûte l'aménagement d'un terrain grâce à ces fichiers-là. Mais sinon, pour répondre à ta question brute, si sur ton petit terrain, tu peux le couper en deux et tu n'as pas de partie commune à faire, tu n'as pas de voirie, c'est-à-dire que ton terrain débouche directement sur une route qui est déjà construite et que tu le coupes en deux, tu peux compter entre 7 000 et 15 000 euros par terrain. C'est une grosse Ouais. fourchette, mais Donc, suivant les c'est quand même communes, super abordable au final. ben ouais, c'est abordable, c'est très intéressant. Et là, je te fais vraiment... Surtout face à ce que tu vas pouvoir dégager. Mais surtout, Parce que bon, voilà, exactement. une opération là, comme ça, on va dire, allez, entre 7 et 15, on va dire 10. Donc 10 000 par terrain, donc tu as 20 000. On est Ouais, d'accord, il y a deux, ouais. tu coupes en deux. Et tu vas revendre en moyenne, alors tout dépend du marché à l'endroit où tu le fais, mais tu vas Hmm. revendre quoi? Peut-être 50, Ça- 60 minimum. Alors, ça dépend Un terrain. complètement. Mais si Ouais, tu mais sais, si tu le fais dans en la France, campagne vers chez moi, les terrains valent 60 000 euros. et ben voilà. Et nous, Peut-être 60 000, bah On tu est veux. dans la pampa, donc 60 000, t'imagines? C'est quand même. Hmm. Bon, après, on déduit ta formation, mais ça reste toujours extrêmement rentable. Ouais, ça reste toujours. Bah, la formation vient plomber un peu le budget, forcément. Non, mais sur des opérations comme ça, bah, tu peux rapidement gagner entre 30 et 50 000 euros sur des divisions de deux, Et trois oui, parcelles, et oui. facilement. Et si par contre, bah, tu vois, ton petit terrain, tu peux faire 4 parcelles, mais tu dois faire une petite route au milieu pour desservir ces 4 parcelles, tu seras plus entre 15 et 25 000 euros par lot. Voilà, là c'est vraiment grosse maille. C'est vraiment pour dégrossir. Après, si tu veux rentrer dans le détail, il faut aller un peu plus loin que ça. Parce que voilà, entre 15 et 25 000 euros, il y a quand même 10 000 euros d'écart. Sur 4 lots, ça fait 40 000 euros. Ça te donne une fourchette.
ça te permet pas de l'analyser avec précision, mais ça te donne déjà une petite fourchette. Mais en tout cas, si tu as envie de te lancer en division foncière, pour aller chercher les papayes. Voilà, une foufourche pour les papayes, c'est ça. Une foufourchette. Mais en gros, t'as compris. Voilà, il te faut entre 50 et 70 000 euros. Si tu veux dormir la nuit, c'est bien. C'est bien. Et bien entendu, les 2 années de Pôle emploi qui vont bien. Hein. Ne pas quitter son travail sans les 2 petites années de Pôle emploi des familles. Bien entendu. C'est vrai que je crois qu'on l'a jamais dit ça. C'est la base. Tu sais que je suis en train de me dire, je crois qu'on l'a jamais dit. Mais je suis pas sûr. Tu crois qu'en 55 podcasts, on l'a jamais dit? Ah, je ne suis pas sûr qu'on l'ait dit, vraiment. Donc si on ne l'a pas dit, on s'en excuse et on le dit. Quand vous partez de votre... Oui. Non, j'allais dire que tu as 2 options quand tu quittes ton taf. Pour les ARE, pour du Pôle emploi. Exactement, ouais. Vas-y, je te laisse faire. Retour à l'emploi. Ah non, mais alors qu'on veut pas retourner à l'emploi. On veut quitter la rat race. Allocation QLRR. Moi, ce que j'allais dire, c'est que par la porte ou par la fenêtre, vous devez négocier en fait une rupture conventionnelle qui vous permettra d'avoir des ARE sur 2 ans. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et il faut voir ça franchement comme une chance. Et je pense qu'il faut aussi ne pas se laisser de solution de repli. C'est-à-dire que ne pas dire, j'ai 2 ans d'assurance chômage, donc je vais faire un test. Non, c'est se dire, ok, là, j'ai la chance, elle est maintenant, et j'ai aucune solution de retour. En 2 ans, je dois monter un truc qui tourne. Par contre, on gagne 2000, on peut très bien estimer à la fin des 2 ans gagner que 1008. Je ne dis pas qu'il faut tout de suite gagner plus, etc. Oui. Mais il faut pas se laisser le temps de. C'est pas du poker. On paye pas pour voir, quoi. Voilà, on paye pour gagner. C'est ça. C'est ça. Et quand tu quittes ton taf, en fait, tu as 2 options. Soit tu peux avoir les allocations retour à l'emploi, donc les allocations quitter la rat race, que tu as tous les mois, les fameux ARE, qui vont correspondre à combien? 80... Ouais, parce que ça va correspondre à peu près à 60% de ton salaire brut, je dirais. Ah, mais tu parles de ça. Ouais, mais en gros, si tu gagnais 2000 euros, tu vas avoir 1500 balles de Pôle emploi, quelque chose comme ça, je pense. C'est ça. Et ça va être versé tous les mois. Dans ces idées-là. Il va falloir aller sur le Pôle emploi. C'est actualisé, machin. Voilà. Et après, l'autre solution, voilà, et ça, c'est versé pendant 2 ans, donc 24 mois. Ou alors, l'autre solution, c'est qu'ils prennent l'allocation que tu vas avoir, donc 1500 euros, ils la multiplient par les 24 mois, ça donne le capital que tu vas toucher pendant 2 ans, et si tu le veux tout de suite, tu le coupes en 2. Tu vas en toucher que la moitié. Donc ça, c'est penser court terme, encore une fois, c'est surtout à ne pas faire. Vous avez la chance d'avoir de l'argent qui vient de l'État, vous avez cotisé pour ça, qu'on vous donne pendant 2 ans une somme qui est confortable, prenez-la sur 2 ans. Et le capital que vous avez besoin pour vous lancer en marchand de biens, n'allez pas prendre le capital du Pôle emploi, quoi. Enfin, on est bien d'accord. C'est ça, pour le coup, ça, il faut quand même pour le coup, Cocorico, il faut le mettre en avant. Tu vois, mais c'est sûr. On tape souvent sur la France. Pour le coup, ça, c'est autant fiscalement, on se fait défoncer, autant pour la mise en œuvre d'un business, pour la création d'une entreprise. Je ne sais pas s'il y a un autre État qui propose quelque chose d'aussi pertinent et d'aussi cool pour nous. Je pense pas. Maintenant, le truc, c'est que moi, je dis tout haut ce que pensent certainement plein tout bas, c'est qu'en fait, c'est aussi une façon c'est un prêté pour un... Ouais, enfin... En gros, on vient nous aider pendant 2 ans. C'est la vérité. C'est la vérité. Par contre, si après, pendant 15 ans, on se fait éclater avec les charges qu'on paye, au final, ton aéro, tu l'as payé. Ouais, ton aéro, tu l'as payé 17 fois, quoi. Voilà. Mais par contre, il faut reconnaître non, mais que c'est sûr. Mais regarde, en fait, tu sais ça te repose l'esprit, ça te tranquillise et tout. C'est très bien. Et quand tu vois ce que tu payes en assurance chômage, c'est pas volé non plus. Hein. Ah ben non, si tu as cotisé pendant 15 ans avant, ouais, c'est pas du tout volé. Et surtout, en plus, si ça te permet de te lancer, faut en profiter, quoi.
Alors dans l'idéal, si tu as bien fait les choses, tu as remplacé ton salaire avec tes revenus locatifs, avec tes investissements, avant de quitter ton taf. Et ensuite, tu te lances en marchand de biens, ou tu te lances dans l'entrepreneuriat, ou dans ce que tu veux, et tu gardes le pôle emploi quand même, parce que ça fait plaisir. Non, mais carrément. Et puis, mais ne serait-ce que psychologiquement. Mais c'est sûr. Psychologiquement, au début, te dire que tu as ça qui rentre, bon, c'est un sacré confort, c'est un matelas, quoi. Donc voilà. Ben ouais, non mais complètement. Je sais pas si on l'avait déjà dit dans le podcast, Non, non, mais franchement, je crois pas. ouais, c'est vraiment vraiment hyper important. Et d'ailleurs, tu vois, moi j'ai jamais compris les boîtes qui refusaient les ruptures conventionnelles. J'arrive pas à comprendre. Quand t'as, tu sais, ça me fait penser aux gars, enfin, le jour où ta femme elle veut plus de toi et qu'elle se tire, tu te mets à genoux et tu pleures pour la récupérer. Tu sais, bah, si elle se Bah, tire, c'est qu'elle veut non, plus être avec non, toi. mais Donc, je comprends, Tony. Si psychologiquement, tu arrives à faire démissionner la personne que tu as en face de toi, pourquoi tu t'emmerderais à payer une rupture? C'est mais, payant, la mais rupture. ça veut dire que, ouais, mais tu vois, ça aussi, c'est pensée court terme, parce que ça veut dire que peut-être que ça va lui prendre combien de temps à la personne? 1 an, 6 mois pour démissionner, peut-être parfois plus. Et en attendant, tu vas avoir un salarié qui tous les matins vient au boulot en faisant la gueule, qui avance à reculons et qui tire pas dans le Ah, mais sens de c'est sûr. l'entreprise. Non, mais c'est certain. Ça, c'est certain. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as plein de patrons qui se disent, moi, c'est pas moi qui vais baisser le froc et je vais le Oui. faire démissionner. Je sais que en tout cas dans les métiers que je maîtrise, dans tous les métiers de commerciaux, Mm. c'est très très simple de te faire démissionner au final. Quand tu es payé qu'à la com, on te donne des Ouais. contacts, on te donne des clients, tu vois ce que je veux dire? Enfin, on t'autorise à aller chez Mm. les clients, tu vois? Si on te donne plus de contacts, qu'est-ce que tu fais? Tu es payé qu'à la com, tu crèves la gueule ouverte, bah, tu démissionnes, tu fermes ta gueule. Ouais. Moi, j'ai toujours réussi à avoir mes Ouais, ruptures mais conventionnelles en leur mettant plus la pression que eux voulaient me la mettre. C'est-à-dire en leur disant, moi, j'avais été clair sur la dernière, j'avais ouais. été très clair. J'avais dit, voilà, aujourd'hui, il y a un cancer dans votre entreprise, la tumeur, c'est moi. Soit tous les contrats que je croise, je les crame, soit je les brûle, voilà, ou alors, tout de Mm. suite, on part bons amis. Le mec, ça a pas boité. Ouais. Tu vois, mais tu as des mecs qui vont Ouais, être les mecs qui joueurs cherchent pas à et comprendre. je peux aussi comprendre que certains se disent bah non, je suis en train de me faire niquer, je suis en train de perdre un salarié qui est compétent. Je le comprends au final. Ouais. Ouais, je vois. Alors moi, tu vois, à l'époque, j'en ai pas eu 50 000 des ruptures conventionnelles, j'en ai peut-être eu 4 ou 5 en 12 ans, mais c'était toujours pour des salariés qui partaient pour monter leur société. Et moi, je peux pas couper les ailes à un mec qui veut partir pour se mettre à son compte. Tu vois, être Mais c'est très bien ça. indépendant, c'est l'histoire de ma vie. Donc, je me voyais pas un mec qui veut être indépendant, déjà le retenir, parce que c'est minable, et lui refuser une rupture conventionnelle, quoi. J'ai jamais eu le cas du gars qui veut partir juste, tu vois, partir pour partir, quoi. Et pour glandouiller ou pour avoir un nouveau projet professionnel qui n'est pas trop ferme ou qui sait pas ce que c'est. J'ai un gars qui a voulu partir pour faire une formation une fois, pour changer de métier, mais tu vois, j'ai jamais fait chier personne, quoi. Après, c'est sûr que si t'as un gars qui branle rien, qui veut retourner au pôle emploi pour se la couler douce pendant 2 ans et qui demande la rupture, ouais, peut-être que tu peux ne pas avoir envie de la lui donner. Mais ça, j'ai jamais eu le cas, tu vois. Mais je peux comprendre, en fait, ouais, de ce point de vue-là. Mais pour les gens qui nous Bah, écoutent, en tout cas, ils seront pas dans cette situation. ah non, non, complètement pas. Complètement pas. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment super intéressant. Bah, c'est plus Euh, qu'intéressant. C'est le truc qui peut vous faire vraiment décoller. Et avoir une assurance pendant 2 ans, non, mais c'est sûr. c'est juste la vie, quoi. Donc, déconnez pas. Ah, vous pouvez pas Oui. vous asseoir dessus, c'est pas possible. On approche de la fin du podcast. Tu vois, je voulais juste te partager un message de quelqu'un qui nous a écrit. Il n'a pas vraiment de questions, mais il a un message qui était assez sympa. Il nous remerciait et à la fin, il nous passe un peu de pommade, tu vois. Ça fait plaisir. D'accord. Bah, lis-le. C'est Baguera. Et Baguera qui nous dit: Salut les gentlemen, ça tombe bien que vous ayez un compte Insta. Je viens moi-même de m'y inscrire rien que pour vous suivre. C'est bon J'écoute ça, votre merci. podcast, bah, ça fait plaisir, hein.
Ouais, c'est Et rigolo. il y a un truc, et probablement pour prendre la formation. Non, je le lis pas, c'est moche. Après, on va dire que ça fait trop de pub. J'écoute votre podcast depuis Noël dernier, je le trouve très inspirant. Actuellement au chômage, il est évidemment moins facile d'investir, etc. Mais vu que j'avais un livret à plein, je commence à investir en bourse. Tu vois, comme quoi, on a de Ouais, l'impact sur les gens, mec. Et c'est cool, voilà, très ça cool. fait plaisir, parce qu'un livret à plein, c'est combien? 15 000 euros? Ah, c'est plus maintenant. C'est plus? 22 ou 23 maintenant. Ah Vu que toi, ben tu laisses déjà... toujours 14 euros, tu te rends pas trop compte. Mais Non, 59 centimes, s'il te plaît. d'accord, pardon. Mais je veux pas dire de conneries, mais ça doit être peut-être 23, 24, un truc dans le genre. Ouais, donc c'est super. Il nous dit, j'envisage dès que possible d'investir dans l'immobilier, et ce, à force de vous écouter. Je tenais juste à vous remercier pour m'avoir fait prendre conscience qu'il y avait un autre chemin que celle du CDI pour échanger son temps contre de l'argent, car de toute façon, je n'étais pas facilement employable. Entre parenthèses, 2 CDI que j'ai quittés après m'être pris la tête avec mes dirigeants. Oui, ben on connaît, hein. Et il finit en nous disant, pour ce qui est de savoir si vous êtes des gourous, pour moi vous ne vendez pas du rêve, vous montrez juste un autre chemin possible, le suivront ceux qui le veulent et qui en ont le courage. Et Mm. voilà. Bah, très cool. Franchement, enfin, c'est vraiment le commentaire, c'est le mec plus ultra, quoi. Ben Euh, ouais. Franchement, si on arrive à aider certains, ou sans même parler d'aider, mais d'accompagner un peu certains, bah voilà, c'est De toute pour ça. façon, on le répète à qui veut l'entendre, mais ça a été tellement galvaudé de dire ça et ça fait tellement bateau. Mais c'est pour ça qu'on a fait ces podcasts. Ah oui, C'est oui, mais pour c'est vrai. aider les gens, c'est pour partager, c'est pour Alors aider, c'est moi, pour je l'ai pas créer fait. du lien. Moi, je l'ai pas fait pour aider. Ça, c'est faux. Je l'ai pas fait pour aider. Je l'ai fait pour partager. Ouais. Voilà. Ouais, oui. Je veux pas On est aider les gens. Tu c'est vois, je suis personne pour non, aider les gens. Par contre, pour oui, partager ce qu'on fait, et si ça en aide, tant mieux. ouais. Mais tu vois, je peux pas. Oui, Sinon, je c'est serais. peut-être maladroit la façon dont je le dis, C'est ça. mais c'est ça quoi. C'est en tout cas On partager les partage. galères qu'on a eues, partager C'est ça. aussi les bons trucs, et tu vois, sans parler d'aider, mais au moins en tout cas s'entraider, se dire, Exactement. ben voilà, ensemble on est plus fort, et voilà quoi. Et pour le mec bah, qui est sur son chantier, qui est tout seul, ou tu vois comme pour Baguera qui est au chaume du, mais qui a quand même économisé pas mal, qui voit que le CDI c'est pas fait pour lui, bah si son entourage lui répète toute la journée trouve un taf, et ben il a trouvé 2 mecs qui vivent de leurs investissements et il se dit peut-être que moi aussi c'est possible. Et mec, Ouais. c'est Par possible, contre, c'est carrément c'est possible. possible. Par contre, Baguera, il y a de grandes chances que tu sois quand même obligé à un moment de repasser par la case CDI, peu Ouais, importe laquelle. McDo, mais ce tu que tu vois, veux, mais un truc qui. Oui, mais encore une fois, s'il le fait et qu'il a redonné du sens et qu'il sait pourquoi il le fait et dans quel but, bah, il verra que le CDI est beaucoup plus facilement supportable. Parce que tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais que c'est temporaire, tu sais que c'est pour mettre de l'oseille de côté, pour investir, et ainsi de suite. Et tu vois, j'ai eu Max qui est passé dans le podcast il y a 15 jours maintenant, si je dis pas de bêtises, et qui a atteint l'indépendance financière, c'est indécent, en 2 ans. Il attaque d'investir très sérieusement dans l'immobilier en février 2018. Il lâche son taf en septembre 2019, après 3 colocs et un immeuble. C'est prodigieux, avec un salaire de 1 700 euros. Qu'est-ce que c'est un tu veux cochon. dire? C'est un cochon. Sartec, voilà, c'est tout quoi. Respect à lui, hein. Et d'ailleurs, en disant Psartec, Mhm. enfin, là, je sais plus, on est plus sur la fin. J'avais zappé sur le premier, enfin, le podcast il y a 2 semaines, Oui, avant qu'on parte à Annecy. ah oui, Donc, je le dis maintenant, mais bon Ramadan à oui, tous les musulmans à qui tous les nous écoutent. musulmans. Ouais. Ouais, Bon, là, c'est et plus la fin que le début. Désolé, les gars, mais enfin, oui, les gars, ouais, 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 on vous a zappé il y a 15 jours, mais on pense à vous aussi. Tout à fait. Bon, bah écoute, Bon, mon pote, je sais pas si c'est pas trop tard pour reprendre des questions, et puis tu vois, j'ai ouais. envie d'aller faire du vélo parce qu'il Eh fait ben, beau écoute, et c'est une belle journée. bon ride à toi et Yes. pour tout le reste, pour toute la communauté des gentlemen investisseurs, on va vous dire qu'il faut vous Hmm, bouger, hein, toujours et ça, c'est toujours et sûr. toujours, qu'il faut passer Ça à tombera pas l'action, du ciel. Ouais. exactement. Et pour tout ça, il faut foncer en visite. Ciao, big up. Salut à tous.